Ma belle-mère m'a obligé à cuisiner et à nettoyer pendant 5 heures, puis elle a appelé la police contre moi. Tu es vraiment une sangsue, a craché ma demi-sœur. Je n'ai pas protesté, mais 2 heures plus tard, mon père a regardé une vidéo et il a blêmi. Et si vous êtes en train de vous dire, ok, ça ne peut pas être vrai, je vous comprends. J'aimerais tellement que ce soit faux. Mais bienvenue dans ma vie. C'est là que j'ai appris qu'en Amérique, vous pouvez tout faire parfaitement, et pourtant, on vous blâme. Pire encore, on vous dit d'être plus reconnaissante, et ce, par quelqu'un qui n'a jamais tenu une serpillière de toute son existence. Alors oui, laissez-moi revenir en arrière, avant que tout cela ne commence à ressembler à une série dramatique judiciaire. J'ai grandi dans un petit coin appelé Willow Creek. C'est le genre de ville où le serveur du fast-food connaît votre commande, où les voisins connaissent votre vie, et où, si vous éternuez trop fort, la tante de quelqu'un enverra un SMS à votre grand-mère pour savoir si vous êtes malade. Je vivais avec ma grand-mère, Patricia Thompson, ou Mamie Pat. En effet, mon père, Steven, travaillait en mer. Il était ingénieur maritime, ce qui veut dire qu'il réparait les moteurs sur des navires qui ressemblaient, en gros, à des villes flottantes. Il était tellement absent que j'ai commencé à mesurer le temps en fonction de son sac de voyage. Quand le sac apparaissait, papa existait. Quand il disparaissait, lui aussi. Il n'était pas cruel. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Simplement, il n'était pas là. Et quand il était là, il agissait comme si le rôle de parent était livré avec un mode d'emploi, un manuel qu'il aurait perdu quelque part dans le Pacifique. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, me regardait faire mes devoirs, et disait des choses comme « Tout va bien ?» avec le même ton que s'il vérifiait la température d'un frigo. Je hochais la tête, il hochait la sienne en retour. Fin de la conversation. C'était Mamie Pat qui s'occupait de mon éducation, la vraie. Celle où l'on remarque quand un enfant est silencieux, mais d'une mauvaise façon. Elle me préparait des crêpes quand j'étais triste, et des croque-monsieur quand j'étais stressé. De plus, elle avait un 6e sens pour repérer les mensonges, tout particulièrement mais, je vais bien. Cependant, l'autre personne qui comptait pour moi, c'était notre voisin, Robert Miller. Robert était ce genre d'homme que l'on trouve dans chaque petite ville. À moitié mystérieux, à moitié bienveillant, et ce, à plein temps. Il ne parlait pas beaucoup, mais d'une manière ou d'une autre, il savait tout. Il vivait juste à côté, avec son Porsche, sa guitare, et un vieux chien qui bougeait comme s'il était déçu par la vie depuis 2009. J'avais 8 ans la première fois que je me suis aventuré chez lui. Je fixais ses mains pendant qu'il jouait. « Tu chantes ?» a-t-il demandé, sans même lever les yeux. « Non, ai-je menti ?» Robert ne débattait pas avec les enfants. Il m'a simplement tendu la guitare, comme s'il connaissait déjà la vérité. Et c'est ainsi que ma vie s'est dotée d'une bande originale. J'ai chanté dans la chorale du centre communautaire. J'ai fait de petites représentations lors des événements de la ville. Robert m'a appris les accords, et il m'a montré comment respirer avant une note. Il m'a enseigné cela comme si la confiance en soi était une chose que l'on pouvait entraîner. « Tu as une voix », m'a-t-il dit un jour. Ne laisse personne te convaincre que c'est un inconvénient. Je ne comprenais pas, à l'époque, à quel point cette phrase deviendrait importante plus tard. Ce n'était pas dramatique. Pas de scène digne d'un film. Juste un coup de téléphone, un couloir d'hôpital, et un jour où le monde a continué de tourner, même si le mien s'était arrêté. Papa est rentré pour l'enterrement. Il m'a serré dans ses bras comme s'il avait peur que je me brise. Puis, il s'est tenu au bord de la pièce, comme si le chagrin avait fait de lui un invité dans sa propre vie. Après l'inhumation, il s'est assis à la table de la cuisine de Mamie Pat. Il a fixé le bois, comme s'il pouvait lui donner des réponses. « On ne peut pas rester ici », a-t-il finalement lâché. J'ai cligné des yeux. « Comment ça ?» Il s'est frotté le visage. « Je ne vais pas te laisser seul. »« Je ne peux pas, et c'était là. » Pour la première fois de ma vie, il disait quelque chose qui ressemblait à des responsabilités, et non à une fuite. Alors, nous avons fait nos valises. Willow Creek est devenu un souvenir. Robert est devenu une voix au téléphone. Et moi, je suis devenue la fille qui a perdu sa grand-mère, déracinée comme une plante. Nous avons déménagé à Norfolk, en Virginie. Une ville portuaire, des chantiers navals, un vrai travail pour un homme comme mon père. Pour lui, c'était logique. Pour moi,
j'avais l'impression d'avoir été parachuté au milieu du film de quelqu'un d'autre. Nouvelle école, nouvelle personne, tout était nouveau. Mon premier jour, j'ai déjeuné dans les toilettes. La cafétéria résonnait comme un stade, et je n'avais pas l'énergie de faire semblant d'être à ma place. Mais je me suis adapté, parce que c'est ce que font les enfants, quand les adultes prennent des décisions et affirment que c'est pour le mieux. J'ai trouvé un programme de musique à l'école, et j'ai rejoint la chorale. J'ai pris des cours de guitare bon marché, là où je le pouvais. J'essayais de garder intacte cette seule partie de moi qui me ressemblait encore. Papa s'est amélioré aussi, un peu. Parfois, il rapportait des plats à emporter. Il demandait, comment s'est passée l'école? Et, fait surprenant, il attendait vraiment une réponse. Ce n'était ni chaleureux, ni intime, mais c'était un progrès. Puis un jour, il est rentré à la maison avec le sourire. Et papa ne souriait pas, à moins que quelque chose n'aille de travers, ou bien que cela ne concerne un moteur. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-il annoncé. Elle s'appelait Angela. Elle était raffinée, à tel point que vous vous sentiez mal habillé, juste en vous tenant près d'elle. Les cheveux parfaits, les dents parfaites, et une compassion préinstallée, exactement comme une application. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a serré fort dans ses bras. Oh, ma chérie, ça a dû être tellement dur. Je n'ose même pas imaginer, a-t-elle déclaré. Et elle l'a dit assez fort pour que papa en entende chaque mot. C'était la spécialité d'Angela, tout devait être bienveillant, mais surtout en public. Ensuite, sa fille est apparue derrière elle. Samantha. Samedi. Le même âge que moi. La même expression de « je m'ennuie ». La même énergie qu'un chat, qui est en train de décider si vous méritez de vivre. Elle m'a jaugé de la tête aux pieds, puis a lâché « alors, c'est toi Émilie ». Pas de « salut », ni de « ravi de te rencontrer ». C'était plutôt « alors, c'est toi le problème dont j'ai entendu parler ». Angela a ri. Un rire trop éclatant. Sam est juste timide. Mais Sam n'était pas timide. Sam était une haineuse professionnelle, avec un sourire à temps partiel. Mais j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Parce que papa avait l'air soulagé quand Angela était là. Comme s'il pouvait enfin poser un fardeau, qu'il portait maladroitement depuis longtemps. Elles ont commencé à venir plus souvent. Angela préparait des dîners, comme si elle tournait une émission de style de vie. Elle m'apportait des petits cadeaux. Du brillant à lèvres, un pull, un carnet avec l'inscription « Rêve en grand ». Tu mérites une vraie famille, me disait-elle. Et je me détestais de vouloir la croire. Puis papa, mon père émotionnellement bloqué et usé par la mère, a fait la chose à laquelle je m'attendais le moins. Il l'a demandé en mariage. Ils se sont mariés au tribunal, 3 mois plus tard. Rapide, propre, légal. Et, je vous le jure, à la seconde même où ce certificat de mariage a existé, la personnalité d'Angela s'est mise à jour, comme un logiciel. Nouvelle version, moins amicale, plus de contrôle. Cela a commencé par de petites remarques. Émilie, tu as laissé une tasse dans l'évier. Émilie, tu mâches trop fort. Émilie, tu ne plies pas les serviettes comme une adulte. Ensuite, ce sont devenus des règles. Un tableau de corvée est apparu sur le frigo, comme une menace maintenue par des aimants. Sam avait 2 petites tâches, sortir les poubelles 2 fois par semaine, et nourrir le chien. De mon côté, je devais parfois m'occuper de toute la maison. La lessive, les sols, les salles de bain, la vaisselle, la préparation des repas, ranger les courses, passer l'aspirateur, la serpillière, nettoyer les plinthes. Apparemment, Angela me formait pour devenir une domestique de l'époque victorienne. Et chaque fois que j'avais l'air épuisé ou perdu, Angela penchait la tête, comme si je la décevais. Je t'apprends la responsabilité, disait-elle. Sam, elle, regardait depuis le canapé, comme si elle supervisait un documentaire sur la pauvreté. Tu devrais être reconnaissante, m'a-t-elle dit une fois, pendant que je récurais la cuisinière. Certaines filles n'ont même pas de famille. Je les fixais. Mes mains sentaient l'eau de Javel. Et tu ne contribues à rien, a-t-elle ajouté. Tu ne fais que prendre. Sam adorait ce mot. Prendre. Comme si je volais de l'oxygène. Papa ne le voyait pas, parce qu'il n'était pas à la maison. Il avait pris un autre contrat. Des semaines, des mois.
Angela agissait comme une héroïne, tenant la maison à bout de bras pendant son absence. Quand il appelait, elle s'assurait que j'ai l'air joyeuse. Dis à ton père à quel point tu es reconnaissante, me chuchotait-elle en me tendant le téléphone. Je ravalais tout ce que je voulais lui dire, et je lançais « Merci, papa ». Exactement comme un otage lisant un script. Après l'appel, Angela me souriait. Tu as bien fait, disait-elle, comme si je venais de mentir correctement. Le plus gros problème, ce n'était pas les corvées. C'était ce qu'Angela faisait à tout ce que j'aimais. La musique est devenue une distraction. Les répétitions de guitare sont devenues du bruit. Chanter est devenu de la vantardise. Un après-midi, je suis rentré avec un prospectus pour un spectacle de l'école. La chorale organise des solos, ai-je dit à mon père au téléphone. J'ai été invité à passer une audition. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix d'Angela a flotté depuis la cuisine. Des solos ? A-t-elle répété, comme si j'avais prononcé le mot incendie. Émilie, tu as des responsabilités. Tu ne peux pas continuer à courir après des fantasmes. Papa a hésité, car il hésitait toujours quand deux personnes voulaient des choses différentes. Peut-être que tu pourras le faire une autre fois, a-t-il répondu. Angela a souri, comme si elle avait gagné un prix. Ce soir-là, ma guitare n'était plus dans le coin où je l'avais laissée. Je l'ai trouvée dans le placard du couloir, derrière les produits d'entretien. Angela n'a pas levé les yeux de son téléphone quand je l'ai ressorti. Oh, a-t-elle dit d'un ton désinvolte, je l'ai rangé. Tu devenais obsédé. Obsédé, vraiment ? Parce que, vouloir une seule chose pour soi-même, c'est un défaut de caractère quand on vit sous le toit de quelqu'un d'autre. Et ça a empiré. Angela a commencé à contrôler mon emploi du temps, de la même manière que l'on contrôle la laisse d'un chien. Si je voulais aller à la bibliothèque, non, la maison a besoin d'attention. Si je voulais m'asseoir dans ma chambre, pourquoi te caches-tu ? Si je voulais appeler Robert, à Willow Creek, tu t'accroches au passé. Elle ne voulait pas que j'aie du soutien. Le soutien, c'est dangereux. Le soutien, ça fait réaliser aux enfants qu'ils ne sont pas fous. Mamie Pat m'avait légué sa maison, à Willow Creek. Pas de manière brouillonne, pas avec un simple mot manuscrit. Elle avait fait les choses dans les règles de l'art. Elle l'avait placé dans un fonds de placement, avec mon père comme administrateur, jusqu'à mes 18 ans. Ce n'était pas un manoir. C'était une maison ancienne et modeste, avec un jardin, un porche, et toute une vie de souvenirs. Mais pour Angela, ce n'était pas un foyer. C'était un chiffre. Elle a commencé à en parler constamment. Elle est juste là, à l'abandon, Steven. C'est un fardeau. Ça coûte de l'argent à entretenir. Nous pourrions la vendre, et mettre l'argent dans la famille. La famille, c'est-à-dire, elle. Papa se frottait le front, et répondait, c'est à Émilie. Angela souriait doucement. Bien sûr, j'essaie juste de penser à ce qui est intelligent. Angela utilisait toujours le mot « intelligent » quand elle voulait dire « rentable ». Puis, un nouveau nom a commencé à planer dans notre maison, comme une mauvaise odeur. Tyler. Tyler dit que nous avons des options. Tyler pense que ce serait plus propre. Tyler peut s'occuper de la paperasse. Tyler était un avocat. Et, vu la façon dont la voix d'Angela s'adoucissait lorsqu'elle prononçait son nom, Tyler n'était d'ailleurs pas seulement un avocat. Je l'ai surprise au téléphone, un soir, alors que je marchais vers la cuisine pour prendre de l'eau. Nous pouvons faire une requête, murmurait-elle. Si nous prouvons qu'elle est instable, le tribunal de la famille prendra ça au sérieux. Oui, Tyler, je sais, mais nous avons besoin d'un dossier. Un schéma de comportement. Je suis resté figé dans le couloir. Instable. Dossier. Schéma. Je suis retourné dans ma chambre et me suis assise sur mon lit. J'ai fixé le mur, comme s'il allait pouvoir m'expliquer pourquoi ma vie se transformait en thriller juridique. Et voici la partie qui fait croire aux gens que j'exagère. Après cet appel, Angela a commencé à essayer de créer ce fameux schéma. Si je rentrais à la maison avec 5 minutes de retard, elle envoyait immédiatement un SMS à papa, Émilie n'est pas rentrée directement. Je suis inquiète. Si je soupirais trop fort, elle est irrespectueuse et agressive. Si je ne souriais pas, elle est renfermée et manipulatrice. Sam a participé, comme si c'était un sport. Elle agit toujours comme une victime, a dit Sam à papa,
un jour, sur haut-parleur, sans se rendre compte que j'étais dans la pièce. C'est épuisant. J'ai regardé Angela. Angela m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Aussi calme qu'un négociateur de prise d'otage. Papa a commencé à avoir l'air fatigué quand il appelait. Tu mènes la vie dure à Angela. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrible. Angela n'essayait pas seulement de me contrôler. Elle essayait de me réécrire. Car, si elle parvenait à convaincre papa que j'étais difficile, elle pourrait tout justifier. Elle pourrait justifier le fait de me punir. Elle pourrait justifier le fait de m'isoler. Elle pourrait justifier le fait d'aller au tribunal en disant « Cet enfant est instable, et son père n'est jamais à la maison. Je devrais donc gérer les biens. » C'était un plan. Un plan répugnant. Et j'étais l'obstacle. Avant que papa ne parte pour son contrat, il a fait une chose responsable. Il a installé quelques petites caméras de sécurité dans les espaces communs. L'entrée, le salon, la cuisine. Pas de son, juste de la vidéo. Il m'a dit que c'était pour des raisons de sécurité. Et c'était peut-être vrai en partie, mais je pouvais sentir qu'il y avait une autre raison. Papa avait peur. Pas peur d'Angela. Peur de moi. Il avait peur que j'exagère, peur que je devienne une ado typique. Il avait peur de rentrer chez lui et de trouver un désastre, pendant que tout le monde dirait « Comment n'avez-vous pas vu ça ?» Alors, il a fait ce que beaucoup de gens font quand ils ne savent plus qui croire. Il a essayé de sous-traiter la confiance à la technologie. Ce qui est assez drôle, d'une manière tragique, car les caméras ne m'ont pas surprise en train de mentir. Elles ont surpris Angela. Angela m'a réveillé à 6h30 du matin, comme si elle commençait son service dans une prison. Debout, a-t-elle aboyé. Dans la cuisine, tout de suite. J'y suis allé en titubant, encore à moitié endormi, et elle m'a mis une liste sous le nez. C'était de la folie. Nettoyer les salles de bain, passer l'aspirateur et la serpillière sur tout le rez-de-chaussée. Faire 2 machines de linge. Préparer le petit déjeuner, préparer le déjeuner, avancer le dîner. Organiser le garde-manger, nettoyer le frigo, cirer les placards de la cuisine. J'ai fixé la liste. Pourquoi? Angela a souri. Parce que tu vis ici. Sam est entrée, vêtue de leggings qui coûtaient probablement plus cher que mes courses d'un mois. Elle s'est servie du jus de fruits, et s'est appuyée contre le comptoir, comme si elle jugeait une compétition. Ne te plains pas, a-t-elle dit. Tu ne contribues littéralement à rien. Puis elle est sortie avec son jus, avec l'attitude de quelqu'un qui paie un loyer. Je n'ai pas protesté. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais appris que se disputer avec elle, c'était comme crier dans un oreiller qui vous déteste en retour. Alors, je l'ai fait. 5 heures passées à frotter, couper, mélanger, transporter, essuyer. Mes bras tremblaient. Mon dos me brûlait. Je ne m'étais pas assise une seule fois. À 11h45, je me suis enfin appuyé sur le comptoir, pendant 10 secondes. 10 petites secondes. Pour respirer. Angela a levé la tête, comme si elle m'avait surprise en train de voler. Oh, a-t-elle dit d'une voix forte. Alors, tu as fini? Non. Elle a pris son téléphone en une fraction de seconde. J'ai cru qu'elle appelait papa. Non. Elle a composé le 911. J'ai eu un rire franc, comme un réflexe, parce que mon cerveau n'arrivait pas à accepter à quel point la situation était ridicule. Puis, d'une voix calme et claire, elle a dit « Bonjour, j'ai besoin d'un agent. » Ma belle-fille refuse d'obéir. Elle est hors de contrôle. Les yeux de Sam se sont illuminés, comme si elle était dans un parc d'attractions. Je suis resté là, tenant mon torchon, en clignant des yeux. Angela a ajouté, elle a volé des choses. Elle me menace. J'ai peur. Je n'ai même pas parlé. Car, que pouvez-vous dire quand quelqu'un invente un documentaire criminel sur vous, alors que vous portez un tablier? Sam s'est penché vers moi et a chuchoté, tu es vraiment une sangsue. Je n'ai pas protesté. Les policiers sont arrivés moins de 20 minutes plus tard. Ils étaient 2. Un plus âgé, avec un regard fatigué, et un plus jeune, avec cette expression de « Pourquoi ai-je signé pour ce service ?» Angela a activé sa voix de mère inquiète si rapidement que cela aurait dû être livré avec une étiquette d'avertissement. « Merci d'être venu », a-t-elle dit, les mains jointes.
Je suis à bout de nerfs. L'officier le plus âgé m'a regardé, puis il a regardé la cuisine immaculée. « Ça va ?» m'a-t-il demandé doucement. « Oui » ai-je répondu. « Je fais le ménage depuis ce matin. » C'est littéralement tout ce qui se passe. Angela est intervenue immédiatement. « Elle ment » a-t-elle dit. « Elle manipule. Son père est absent, et elle est devenue agressive. » Agressive, ai-je répété, en fixant mes propres mains. Elles étaient à vif, à cause des produits d'entretien. Le jeune policier a jeté un coup d'œil à Angela, puis à Samedi. Cette dernière était vautrée, comme si tout cela n'était qu'un divertissement. « Madame » a dit prudemment l'officier le plus âgé, « le 911 est réservé aux urgences. » Angela a écarquillé les yeux. J'avais peur. « De quoi ?» a demandé le plus jeune. Angela a hésité une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que son masque glisse, puis elle s'est reprise. Elle est imprévisible. J'ai failli rire à nouveau. Imprévisible? Moi? La fille qui venait de nettoyer ses placards en profondeur, comme une employée rémunérée. Ils ne m'ont pas arrêté. Ce n'est pas la télévision. Mais ils ont rédigé un rapport. En effet, une fois que vous appelez le 911 en affirmant avoir peur, ils documentent l'incident. Ils m'ont demandé si j'avais un autre endroit où aller. Ils ont expliqué à Angela que, si elle continuait à signaler des comportements hors de contrôle, la situation pourrait impliquer les services pour mineurs. Et que si quelqu'un soupçonnait de la négligence ou de la maltraitance, cela pourrait impliquer les services de protection de l'enfance. Angela a souri tout le long, comme si elle avait gagné quelque chose. Après le départ des policiers, elle s'est approchée de moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum. « Tu vois ce qui arrive » a-t-elle chuchoté, douce comme du poison. Continue à me pousser à bout. Puis, elle s'est éloignée, comme si elle venait d'accomplir un tour de magie. Je suis allé dans ma chambre, tremblante, et j'ai fait la seule chose qui me venait à l'esprit. J'ai envoyé un SMS à papa. Elle a appelé les flics contre moi. Pas d'émoji, pas de discours dramatique. Juste la vérité. 2 heures plus tard, mon père a regardé une vidéo, et il a blêmi. C'était une scène de crime avec un tableau de corvée. Papa a vérifié le flux des caméras depuis là où il se trouvait, assis dans la pièce métallique d'un navire, buvant probablement un café qui avait le goût du regret. Le bateau était encore à quai à Norfolk. Il avait donc du réseau, et aucune excuse pour ne pas regarder. Il a regardé Angela me tendre la liste. Il m'a regardé travailler pendant des heures. Pas de pause, pas le droit de m'asseoir. Juste des mouvements continus. Il a regardé Sam entrer, m'insulter, puis ressortir. Il a regardé Angela appeler le 911 sans même hausser le ton, mentant avec autant de naturel que si elle respirait. Il a regardé les officiers arriver. Il a regardé Angela jouer les victimes. Il m'a regardé répondre poliment, avec calme, comme si j'étais l'adulte de la pièce. Et puis, parce que les mauvaises personnes finissent toujours par faire des erreurs quand elles se croient en sécurité, il a regardé la suite. Cet après-midi-là, Tyler est arrivé. Pas pour une visite professionnelle. Il est entré dans la maison comme s'il était chez lui. Angela l'a pris dans ses bras. Pas une étreinte polie. Une étreinte qui disait, « Tu n'es pas seulement mon avocat ». Tyler lui a tendu un dossier. Elle l'a feuilleté, a tapoté une page, et a souri. Sam s'est penchée pour regarder, comme si elle visionnait la bande-annonce de son héritage. Angela a de nouveau pointé du doigt quelque chose. Quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, mais que papa a compris, parce qu'il avait déjà vu ce genre de paperasse dans un autre contexte. Des requêtes, des formulaires, un jargon juridique, le jargon du tribunal de la famille. Angela a levé les yeux, ignorant toujours l'existence de la caméra, et a dit quelque chose que papa a pu lire sur ses lèvres, même sans le son. Une fois qu'il aura signé, ce sera à nous. Papa a blêmi. Pas métaphoriquement. Il était sous le choc. Il est devenu tout blanc, parce qu'il a compris que ce n'était pas juste le stress d'une famille recomposée. C'était un plan juridique. Et je n'étais pas la cible. Mon héritage l'était. Il ne m'a pas envoyé de SMS. Il n'a pas appelé Angela. Il a appelé son superviseur, lui a dit qu'il y avait une urgence, et qu'il partait. Puis, il a conduit jusqu'à la maison, comme si la route lui devait des réponses.
J'étais à l'étage quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Pas un claquement signifiant, je suis rentré. Un claquement qui voulait dire, cette maison est sur le point d'être purifiée. Angela est apparue dans la cuisine, avec son pull doux et son visage innocent. Oh, Steven, tu es en avance. Papa n'a même pas enlevé ses bottes. Où est Emily, a-t-il demandé. Le sourire d'Angela n'a pas bougé. Elle boude. Elle a fait une scène aujourd'hui, et j'ai dû appeler la police pour la sécurité de tout le monde. Arrête ça, a dit papa. Angela a cligné des yeux. Pardon? Il a brandi son téléphone. J'ai regardé les images. Sam est apparue dans les escaliers, curieuse. Tyler est sorti du salon, et s'est figé comme si quelqu'un l'avait débranché. Le visage d'Angela a eu une expression étrange. Comme s'il n'arrivait pas à se décider entre garder son charme, ou devenir hideux. Steven, a-t-elle dit lentement. Espionnes-tu ta propre famille? Papa a eu un rire bref. Ce n'était pas un rire joyeux. Je n'espionnais pas, a-t-il répondu. J'essayais de prouver que ma fille mentait. Puis, il a regardé par-dessus l'épaule d'Angela, droit vers moi, dans le couloir. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ressemblait à mon père. Pas à un homme de passage. Pas à un étranger fatigué. À un père. Je suis désolé, a-t-il dit, la voix brisée. Je suis tellement désolé. Angela a explosé. C'est ridicule. Elle est manipulatrice. Papa n'a même pas bronché. Tu as appelé les flics contre une gamine qui était en train de nettoyer ta maison. Elle est ingrate. C'est ma fille. Sam a ricané, de façon bruyante et méchante. C'est une sangsue. Papa s'est tourné si vite que Sam a carrément reculé d'un pas. Fais tes affaires, a-t-il dit à Angela. Toutes les deux, maintenant. Le masque d'Angela est complètement tombé. Tu ne peux pas juste. Je vis ici. Non, a rétorqué papa. Tu vivais ici. Tyler s'est raclé la gorge, comme s'il allait passer en mode tribunal. Steven, soyons rationnels. Nous pouvons discuter de l'arrangement du fonds de placement. Mais papa l'a pointé du doigt, sans même le regarder. Et toi, tu peux sortir de ma maison avant que je n'appelle à nouveau la police. Mais cette fois-ci, pour intrusion. Tyler a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Pour une fois, Angela ne contrôlait plus l'histoire. Elle a tenté un dernier coup. Un grand classique. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Elle va te détruire. Elle va t'accuser de plein de choses. Papa l'a fusillé du regard. C'est amusant, a-t-il répondu. C'est exactement ce que tu as essayé de lui faire. Angela est montée à l'étage en trombe. Sam a suivi, marmonnant des insultes, comme si elle avait besoin du dernier mot pour pouvoir respirer. Je suis restée là, tremblante. Non pas parce que j'avais encore peur d'elle, mais parce que mon corps ne savait pas comment gérer cette soudaine absence de danger. Papa a marché lentement vers moi, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il bougeait trop vite. Puis, il m'a serré dans ses bras. C'était maladroit, raide, mais c'était vrai. J'aurais dû te croire, a-t-il chuchoté. Je n'ai pas répondu, sans blague. Je me suis juste accroché à lui. Je n'avais pas besoin d'un discours. J'avais besoin qu'il reste. Ce soir-là, Angela et Sam sont partis, avec 2 valises et un nuage de colère. Tyler ne m'a pas regardé en sortant. Il a fixé le sol, comme si celui-ci avait de meilleurs conseils juridiques que lui. Papa a changé les serrures. Le lendemain matin, il a fait la chose la plus américaine qui soit. Il a passé des coups de fil. Il a appelé un avocat spécialisé en divorce. Il a appelé quelqu'un pour vérifier les documents de la fiducie, afin de s'assurer que personne n'avait déposé de recours pendant son absence. Il a demandé ce qu'il faudrait pour qu'Angela essaie de réclamer le contrôle, et surtout, ce qu'il faudrait pour l'arrêter net. Ensuite, il a appelé Robert Miller, à Willow Creek. Il s'était soudainement souvenu que j'avais toute une vie, avant Angela. Robert n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Il a simplement demandé, vous allez bien, tous les deux? Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu répondre avec honnêteté. On y arrive. Papa a pris un congé au travail. Pas pour toujours, pas de façon magique.
Mais assez longtemps pour me prouver quelque chose. Un matin, il m'a appelé dans la cuisine. Cette même cuisine qui m'avait semblé être une salle de punition. Il a fait glisser une tasse de chocolat chaud sur la table. Je suis à la maison, a-t-il dit. Je l'ai fixé. Pour combien de temps? Il a dégluti. Aussi longtemps que je pourrais m'arranger, a-t-il répondu. Et plus longtemps que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Il s'est frotté les mains, comme s'il était nerveux. Je pensais qu'être un bon père, cela signifiait subvenir aux besoins, a-t-il dit doucement. Il s'avère que cela signifie aussi, simplement, être là. J'ai regardé autour de moi, dans la maison silencieuse. Plus de tableaux de corvée, plus de bruit de pas exigeants, plus de voix pour me traiter de fardeau. Juste mon père, qui faisait des efforts. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une fin réelle. Et pour la première fois depuis la mort de Mamie Pat, j'ai ressenti une chose que je n'avais plus ressentie depuis bien longtemps. La sécurité. Pas parce que j'étais soudainement devenue plus forte. Mais parce que la bonne personne avait enfin ouvert les yeux, et que la vérité avait toujours été là, capturée par une caméra. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Et ne soyez pas timide. Laissez un commentaire, votre soutien compte beaucoup.